Après 15 ans de mépris, mon fils m'humilie aux funérailles de mon ex-mari. Il pensait hériter de ses 50 €, mais une seule phrase du testament a transformé son sourire arrogant en un hurlement de rage. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Le silence de mon appartement dijonnais n'était rompu que par le murmure des pages que je tournais. À 68 ans, ma vie d'institutrice à la retraite était une mélodie douce et prévisible, rythmée par les visites au marché de la place Grangier, les cafés crème en terrasse avec mon amie Françoise, et les heures passées en compagnie de mes livres, mes plus fidèles compagnons. Les murs de mon 2 pièces étaient tapissés de souvenirs d'une vie simple et pleine, des dessins d'anciens élèves, des photos de voyages scolaires, l'odeur réconfortante du papier et du thé à la bergamote. C'était mon royaume, un havre de paix construit loin du tumulte d'un monde que j'avais fui 15 ans plus tôt. Ce mardi matin-là, la sonnerie stridente du téléphone a déchiré cette quiétude comme une fausse note. Je n'aimais pas les appels imprévus. Ils étaient souvent porteurs de mauvaises nouvelles ou de sollicitations commerciales. J'ai laissé sonner 3 fois, espérant que l'intrus se lasserait. Mais l'insistance a eu raison de ma patience. J'ai décroché d'une main hésitante. Madame Élise Dubois ? La voix était masculine, formelle, empreinte d'une gravité qui a immédiatement mis mes sens en alerte. C'était une voix qui ne connaissait pas le tutoiement, une voix habituée aux annonces solennelles. C'est elle-même. Je suis maître Dubois, notaire à Bordeaux. Je suis au regret de vous informer du décès de monsieur Jean-Luc Dubois. Le nom a flotté dans l'air, lourd, étranger, et pourtant si familier. Jean-Luc. Mon ex-mari. 15 années de silence, de distance, de vie parallèle venaient de s'effondrer en une seule phrase. Je me suis assise lourdement sur la chaise de ma cuisine, le combiné collé à mon oreille. Je n'ai pas ressenti de chagrin, pas immédiatement. Juste un choc sourd, la sensation d'une porte que je croyais scellée à jamais et qui venait de s'ouvrir à la volée, laissant entrer un courant d'air glacial chargé de souvenirs. Je comprends votre émotion, madame, a poursuivi le notaire avec une compassion professionnelle. Les funérailles auront lieu ce vendredi au domaine. Cependant, je vous appelle également car monsieur Dubois vous a nommé dans son testament. Votre présence à la lecture, qui se tiendra à mon étude le même jour à 16 h, est requise. Requise ? Le mot était absurde. Pourquoi moi ? Après toutes ces années, après un divorce qui avait été plus une amputation qu'une séparation, que pouvait-il bien vouloir me léguer ? Une vieille photo ? Un objet symbolique de notre passé commun pour apaiser sa conscience ? L'idée même me semblait grotesque. Je ne suis pas sûre de pouvoir venir, maître. C'est un long voyage, et... Je dois insister, madame, m'a-t-il coupé poliment mais fermement. Il s'agit d'une disposition testamentaire formelle. Après avoir raccroché, je suis restée immobile, le regard perdu sur les toits de Dijon. Le monde de Jean-Luc, c'était Bordeaux, les vignobles s'étendant à perte de vue, les châteaux de pierre blonde, le luxe tapageur et les conversations sur les millésimes et les parts de marché. Un monde qui m'avait recraché comme un corps étranger. J'ai appelé Françoise. Elle est arrivée 10 minutes plus tard, le visage empreint d'inquiétude. Je lui ai tout raconté, la voix mal assurée. Tu dois y aller, Élise, m'a-t-elle dit après un long silence, en me servant une tasse de thé fumant. Pas pour lui. Pas pour l'argent, s'il y en a. Mais pour toi. Pour fermer ce chapitre définitivement. Tu ne peux pas laisser un fantôme dicter la fin de l'histoire. Elle avait raison. Je ne pouvais pas fuir. Je devais affronter ce passé une dernière fois, ne serait-ce que pour lui prouver, et me prouver à moi-même, qu'il n'avait plus aucune emprise sur moi. J'allais me rendre à Bordeaux, dans l'antre du Lion, en simple spectatrice d'une vie qui n'était plus la mienne. Je l'ignorais encore, mais je n'allais pas être spectatrice. J'allais devenir le centre de la tempête. Le train qui filait vers Bordeaux me ramenait 25 ans en arrière. Je me souvenais de Jean-Luc, pas l'homme d'affaires impitoyable qu'il était devenu, mais le jeune vigneron passionné que j'avais rencontré lors d'une fête des vendanges. Il avait des rêves plein les yeux et de la terre sous les ongles. Son ambition, à l'époque, me semblait romantique.
Il ne parlait pas de construire un empire, mais de créer le meilleur vin de la région, un vin qui aurait une âme. Notre âme. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. Les premières années furent idylliques. Nous vivions dans une petite maison en pierre, au cœur des quelques hectares de vignes qu'il avait hérités de son père. Je continuais mon métier d'institutrice au village voisin, et le soir, nous marchions main dans la main entre les rangs de cèpes, parlant de notre avenir, de nos enfants à naître. Notre bonheur était simple, authentique, enraciné dans cette terre que nous aimions. La naissance d'Antoine a comblé notre vie. Jean-Luc était un père fou de joie. Je le revois encore, tenant notre fils dans ses bras au milieu du chai, lui murmurant des promesses de transmission, de racines. Mais c'est à ce moment-là que la première fissure est apparue, si fine que je fus la seule à la remarquer. Son ambition a changé de nature. Ce n'était plus seulement la passion du vin qui l'animait, mais le désir de reconnaissance, de pouvoir. Le petit vignoble familial est devenu le « domaine du bois ». Puis le « château La Clarté ». Les investisseurs sont arrivés, puis les consultants en marketing. Les discussions au dîner ne portaient plus sur la météo ou les notes d'Antoine à l'école, mais sur les contrats d'exportation vers l'Asie, les critiques dans les magazines spécialisés, les stratégies pour écraser la concurrence. Je suis devenue une spectatrice de la vie de mon propre mari. Il passait plus de temps dans les avions et les salons de dégustation qu'à la maison. Nous avons déménagé. La petite maison en pierre a été remplacée par le château qui dominait le domaine. Une bâtisse magnifique et glaciale, avec des pièces si vastes que nos voix s'y perdaient. J'ai quitté mon poste d'institutrice, à sa demande. Une femme de châtelain ne travaille pas, Élise. Surtout pas pour un salaire de misère. Il l'avait dit sans méchanceté, mais ces mots m'avaient blessé profondément. Mon métier, ma vocation, était réduit à une question d'argent. Je me sentais terriblement seule dans ce décorum. Les réceptions grandioses s'enchaînaient. Je devais sourire à des gens dont je ne comprenais ni le langage ni les valeurs. J'étais la femme de, une jolie potiche qu'on exhibait. Quand on me demandait ce que je faisais avant, et que je répondais, j'étais institutrice, je voyais un voile de condescendance passer dans le regard de mes interlocuteurs. Ah, c'est charmant, disait-il, avant de se tourner vers quelqu'un de plus important. Le pire fut l'influence de ce monde sur Antoine. Jean-Luc façonnait notre fils à son image, le transformant en un héritier parfait. Fini les cabanes dans les bois et les genoux écorchés. Antoine avait des cours de tennis, d'équitation, d'anglais des affaires. Dès l'adolescence, il accompagnait son père dans ses voyages, portait des costumes sur mesure et apprenait à juger les gens sur leur réussite matérielle. Il a commencé à me regarder avec les yeux de son père. Ma passion pour la littérature, mon intérêt pour l'art, mes conversations sur l'éducation, tout cela était devenu, pour lui, la preuve de ma médiocrité. J'étais la rêveuse, la déconnectée, celle qui ne comprenait pas le monde réel. La confrontation finale, celle qui a tout brisé, est arrivée le jour des 15 ans d'Antoine. J'avais organisé une fête simple, avec ses amis du collège, un grand gâteau, des jeux dans le parc du château. Jean-Luc devait être là. Il était à Hong Kong pour une dégustation prestigieuse. Il m'avait promis de prendre le premier vol pour être de retour à temps. Il n'est jamais arrivé. Il a appelé à minuit, la voix pâteuse, depuis sa suite d'hôtel. Je pouvais entendre des rires en arrière-plan, dont celui, cristallin, de sa nouvelle et jeune assistante, une certaine Véronique. « Je suis désolé, ma chérie, a-t-il dit. Le dîner avec les investisseurs s'est éternisé. Tu sais ce que c'est. Ce soir-là, je n'ai pas crié. J'ai parlé d'une voix blanche, une voix que je ne me connaissais pas, non, Jean-Luc. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais juste que ton fils a attendu son père toute la soirée. Je sais que tu as préféré ton business à ta famille une fois de trop. Sa réponse a été le coup de grâce. Arrête ton mélodrame, Élise. Tu ne comprends rien au monde dans lequel nous vivons. C'est grâce à ce business que tu as ce château, ces robes, cette vie de princesse. Alors reste avec tes livres et tes principes à dessous, mais ne me fais pas la morale. Le divorce a été une guerre éclair, menée par une armée d'avocats impitoyables. Je n'avais ni la force ni l'envie de me battre. Je voulais juste partir, respirer, redevenir moi-même. J'ai accepté une petite pension,
de quoi vivre sans luxe, et je suis retournée à Dijon, dans l'appartement de ma grand-mère. Antoine, qui avait alors 18 ans, a fait son choix sans une once d'hésitation. Il est venu me voir une dernière fois avant mon départ. Ces mots résonnent encore en moi. C'est de ta faute, m'a-t-il dit, le visage fermé. Tu n'as jamais été à la hauteur. Tu l'as retenu pendant des années avec ta vision étriquée de la vie. Maintenant, grâce à Véronique, il est enfin libre de devenir qui il est vraiment. Ne cherche plus à me contacter. Tu ne fais plus partie de notre monde. Et ce fut tout. 15 années ont passé. 15 années de silence, à peine ponctuées d'une carte de vœux glaciale pour la nouvelle année, signée Antoine. J'ai reconstruit ma vie, brique par brique. J'ai retrouvé la paix, la simplicité. J'ai cru que j'avais guéri. Mais en regardant le paysage bordelais défiler par la fenêtre du train, je sentais la vieille cicatrice me brûler, comme si elle venait tout juste de se refermer. Le taxi m'a déposé devant l'immense portail en fer forgé du château La Clarté. Rien n'avait changé, et pourtant tout était différent. Le gravier crissait sous mes pieds comme autrefois, les rosiers parfaitement taillés embaumaient l'air, mais je n'étais plus la châtelaine. J'étais une étrangère, une relique d'un passé que tout le monde ici avait cherché à effacer. Vêtue de mon seul tailleur de qualité, une pièce sobre et élégante qui semblait pourtant criardement déplacée au milieu de ce défilé de haute couture funéraire, je me sentais comme une intruse. Des dizaines de voitures de luxe allemandes et italiennes étaient garées le long de l'allée. Des hommes en costumes sombres et des femmes aux bijoux discrets mais ostentatoires se saluaient à voix basse, plus occupés à réseauter qu'à pleurer le défunt. J'ai aperçu Véronique près de l'entrée de la chapelle privée du domaine. Plus jeune que moi d'au moins 20 ans, elle était impeccable dans une robe noire signée d'un grand couturier, jouant à la perfection le rôle de la veuve éplorée. Nos regards se sont croisés une fraction de seconde. Elle m'a toisé avec un mépris glacial avant de se détourner pour accueillir un couple d'amis, les fameux Sylvie et Marc, qui m'ont jeté un regard chargé de pitié et de dédain. Les chuchotements ont commencé, comme un essaim d'abeilles venimeuses. C'est l'ex. Quelle audace, elle vient chercher quelque chose, c'est sûr, la pauvre Véronique, devoir supporter ça en plus. J'ai serré mon sac à main contre moi, cherchant une contenance, et j'ai décidé de me diriger vers l'arrière de la chapelle, pour rester invisible. Mais c'était sans compter sur mon fils. Antoine m'a vu. Il se tenait près du cercueil, recevant les condoléances avec une gravité de commande. Dès qu'il m'a repéré, son visage s'est durci comme de la pierre. Il a traversé l'assemblée d'un pas rapide et déterminé, fendant la foule qui s'écartait sur son passage. Il s'est planté devant moi, si près que je pouvais sentir l'odeur de son eau de Cologne, un parfum cher et agressif. « Qu'est-ce que tu fais ici » a-t-il sifflé, sa voix basse et pleine de fureur pour que seuls ceux qui nous entouraient puissent l'entendre. « Antoine, je suis venu rendre un dernier hommage à ton père. »« Mon père » a-t-il ricané amèrement. « Tu as perdu le droit de prononcer ces mots il y a 15 ans. Tu n'es rien ici. Tu n'es personne. Je suis ta mère. Tu as cessé d'être ma mère le jour où tu as abandonné ton mari et ton fils pour ta petite vie médiocre. Maintenant, pars. Tu nous fais honte. » Il a fait un signe discret de la tête en direction de deux hommes massifs en costume qui assuraient la sécurité. L'un d'eux a commencé à s'approcher de moi. L'humiliation était totale. Des dizaines de pères Dieu étaient braqués sur nous, savourant le spectacle. J'allais être expulsé des funérailles de l'homme avec qui j'avais partagé plus de 20 ans de ma vie. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, mais je les ai ravalées. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Je me suis retournée, prête à partir la tête haute, quand une voix calme s'est interposée. « Laissez, Antoine. » C'était Bernard, l'associé de la première heure de Jean-Luc. Un homme que j'avais toujours respecté, le seul qui avait gardé une certaine simplicité malgré la fortune. Il s'est approché, posant une main apaisante sur le bras d'Antoine. « Ton père n'aurait pas voulu ça. Ta mère a le droit d'être ici. » Antoine a fusillé Bernard du regard, mais il n'a pas osé le contredire. Bernard était une institution au domaine. Il a ensuite murmuré à mon oreille, « Restez à l'arrière, Madame Dubois. Ne leur donnez pas ce qu'ils veulent. » Cette intervention inattendue m'a donné la force de rester. J'ai trouvé une place sur le dernier banc, seul, tandis que la cérémonie commençait.
J'ai écouté les éloges hypocrites, les anecdotes calculées, les larmes de crocodile. Et pendant tout ce temps, je sentais le regard haineux de mon fils peser sur moi, plus lourd que le marbre du cercueil. L'étude de Maître Dubois était un sanctuaire de la vieille bourgeoisie bordelaise. Des boiseries sombres, des fauteuils en cuir qui avaient accueilli des générations de secrets de famille, une odeur de cire et de papier ancien. Le décor était conçu pour intimider, pour rappeler à chacun la solennité et le poids de la loi. Nous étions assis en demi-cercle face à son imposant bureau en acajou. Antoine, à ma droite, affichait une assurance arrogante. Il avait échangé quelques mots avec le notaire en arrivant, un échange entre hommes du même monde. À sa gauche, Véronique, jouant toujours la veuve fragile, mais ses yeux perçants ne manquaient aucun détail. Elle était flanquée de son cousin, Claude, un homme au sourire fuyant et à l'air calculateur, qui semblait évaluer la valeur de chaque objet dans la pièce. Et puis il y avait moi, Élise, la pièce rapportée, l'anomalie dans ce tableau parfaitement orchestré. Maître Dubois s'est raclé la gorge, a chaussé ses lunettes cerclées d'or, et a pris le document officiel. Le silence dans la pièce était si total qu'on aurait pu entendre une plume tomber. Nous sommes réunis pour la lecture du testament holographe de Monsieur Jean-Luc Dubois, daté et signé de sa main le 15 mars de cette année, a-t-il commencé d'une voix neutre. Mon cœur a manqué un battement. Mars. C'était récent. Très récent. Le notaire a poursuivi, énumérant les premiers legs avec une monotonie étudiée. À ma chère épouse, Véronique Dubois, je lègue l'usufruit de notre villa, la Belle Rive, à Arcachon, ainsi que ma collection personnelle de bijoux et de montres de luxe. Véronique a esquissé un sourire triste mais satisfait. C'était un legs conséquent, mais ce n'était pas l'Empire. J'ai vu une lueur d'impatience dans ses yeux. À Monsieur Claude Perrin, a continué le notaire, se tournant vers le cousin, je lègue la somme de 50 000 €, en remerciement de son soutien envers mon épouse. Le visage de Claude s'est crispé. 50 000 €. Une insulte, au vu de ses espérances. Il a jeté un regard furieux à Véronique, qu'il a ignoré superbement. Puis, le notaire s'est tourné vers mon fils. À mon fils unique, Antoine Dubois, je lègue la totalité de ma collection de voitures anciennes, ainsi que la somme d'1 million d'euros, libre de droit. Un sourire suffisant a étiré les lèvres d'Antoine. 1 million d'euros, c'était une belle mise en bouche. Il s'est calé plus confortablement dans son fauteuil, le regard brillant d'anticipation. Il attendait le plat de résistance, le joyau de la couronne, le château, la clarté et les 50 millions d'euros de l'entreprise. Mais le notaire a ajouté, sans changer de ton, ce legs est toutefois conditionné à sa capacité à gérer ses biens de manière responsable. Il lui est formellement interdit de vendre les véhicules de collection pour une durée de 5 ans. Le sourire d'Antoine s'est légèrement figé. Une condition ? Son père ne lui avait jamais imposé de condition. Une ombre de doute a traversé son regard, mais elle a été vite balayée par la certitude d'être l'héritier désigné. Le notaire a fait une pause, a bu une gorgée d'eau dans un verre en cristal. Le silence s'est à nouveau fait, mais cette fois, il était chargé d'une tension nouvelle. Je sentais les regards converger vers moi. Que faisais-je encore là ? Les legs principaux avaient été distribués. Ma présence devait être une sorte de clause de style, une dernière formalité. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise, comme si j'assistais à une scène familiale qui ne me concernait plus. J'attendais juste le moment où le notaire dirait, et à mon ex-épouse, Élise, je lègue mes regrets, pour que je puisse enfin me lever et partir. Maître Dubois a ajusté ses lunettes, a tourné une page, et son regard s'est attardé sur le texte, comme s'il s'assurait de bien lire les mots qui allaient suivre. Le calme avant la déflagration. Maître Dubois a levé les yeux du document. Il a balayé la pièce de son regard, s'attardant une fraction de seconde sur chacun de nous. C'était le regard d'un homme qui s'apprêtait à allumer une mèche. Il y avait dans son expression une sorte de gravité professionnelle, mais aussi, je crois, une pointe de jubilation contenue, celle de l'arbitre qui connaît le résultat final d'un match que les joueurs croient encore pouvoir gagner. Nous arrivons maintenant à la disposition principale du testament, a-t-il annoncé. Sa voix, toujours aussi calme, a pris une résonance particulière dans le silence oppressant. Antoine s'est penché en avant, un prédateur sur le point de saisir sa proie.
Véronique a retenu son souffle, son masque de veuve éploré se fissurant pour laisser paraître une avidité non dissimulée. Le notaire a repris sa lecture, articulant chaque mot avec une précision chirurgicale. Concernant le reste de mes biens, incluant le château La Clarté, l'intégralité de mes vignobles, les sociétés d'exploitation et de négoce qui y sont rattachées, ainsi que la totalité de mon portefeuille d'investissements mobiliers et immobiliers, représentant un actif net estimé à ce jour à 50 millions d'euros. Il a marqué une pause. Une pause de 3 secondes qui a duré une éternité. Le monde semblait suspendu à ses lèvres. Antoine avait déjà un sourire triomphant aux commissures. Il allait enfin toucher au but, devenir le roi qu'il avait toujours pensé être. Je lègue l'intégralité de ses biens, en pleine et entière propriété. Le cœur d'Antoine devait battre à tout rompre. Le mien s'était arrêté. À mon ex-épouse, Élise Dubois, née Martin. Le silence. Un silence de mort, absolu, si dense qu'il en devenait douloureux. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Personne n'a respiré. Les mots flottaient dans l'air, irréels, absurdes. Mon cerveau a refusé de les traiter. C'était une erreur. Une mauvaise blague. Le notaire s'était trompé de ligne. Puis le chaos a explosé. Ce fut Antoine qui a réagi le premier. Il s'est levé d'un bond si violent que son lourd fauteuil en cuir a basculé en arrière, heurtant la bibliothèque dans un bruit sourd de bois et de livres qui tombent. « C'est une blague » a-t-il hurlé, le visage déformé par l'incrédulité. Répétez ça. Au même moment, Véronique a poussé un cri strident, un son aigu et théâtral, avant de porter la main à son front et de basculer sur le côté, feignant un évanouissement dans les bras de son cousin Claude, qui a eu bien du mal à la retenir. Et moi ? J'étais pétrifié. Le souffle coupé, les mains glacées, le sang battant à mes tempes. 50 millions d'euros. Le château. Les vignes. Tout. À moi. C'était impossible. C'était un cauchemar. Je n'avais rien demandé. Je ne voulais rien de tout ça. C'était son monde, pas le mien. Un monde qui m'avait rejeté, humilié. Il doit y avoir une erreur, maître, ai-je réussi à articuler, ma voix n'étant qu'un murmure étranglé. Il n'y a aucune erreur, Madame Dubois, a répondu le notaire, imperturbable au milieu du tumulte. Il était le seul point de calme dans la tempête. Le testament est parfaitement clair et sans ambiguïté. Vous êtes l'unique légataire de la fortune et de l'entreprise de Monsieur Jean-Luc Dubois. Le regard d'Antoine s'est tourné vers moi. Un regard où l'incrédulité avait laissé place à une haine pure, animale. Une haine si intense qu'elle me glaçait le sang. C'était le regard d'un roi déchu fixant l'usurpateur assis sur son trône. Et dans ce regard, j'ai compris que ma vie venait de basculer de manière irréversible. La paix que j'avais mis 15 ans à construire venait de voler en éclats. C'est de la fraude. La voix d'Antoine a éclaté, résonnant contre les murs lambrissés de l'étude. De l'abus de faiblesse. Elle l'a manipulé. Il a fait un pas vers moi, le doigt pointé, tremblant de rage. Que as-tu fait ? Dis-moi ce que tu as fait. Tu es venu le voir en cachette quand il était malade, n'est-ce pas ? Tu l'as empoisonné contre son propre fils. J'ai reculé sur ma chaise, incapable de prononcer un mot. La violence de son accusation me paralysait. Véronique, soudainement remise de son évanouissement, s'est relevée, le visage rouge de colère. C'est une sorcière. Elle l'a ensorcelé. Jean-Luc n'aurait jamais fait ça de son plein gré. Jamais. Elle s'est tournée vers le notaire. Nous allons contester. Nous allons demander des expertises psychiatriques. Nous allons prouver qu'il n'avait plus toute sa tête. Maître Dubois a posé ses mains à plat sur son bureau, un geste qui commandait le silence. Je vous arrête tout de suite, madame, a-t-il dit d'un ton glacial. Monsieur Dubois avait anticipé vos réactions. Il savait que la validité de son testament serait remise en question. C'est pourquoi, le jour de la signature, il a exigé la présence d'un médecin légiste indépendant. Il a ouvert un tiroir de son bureau et en a sorti une clé USB. Nous avons ici un enregistrement vidéo de la totalité de la procédure, incluant une évaluation complète de ses capacités cognitives réalisée par le docteur Marchand. Le rapport conclut à une lucidité et une détermination sans faille.
Toute contestation sur la base de son état mental est vouée à l'échec. Cette révélation a eu l'effet d'une douche froide. Les visages d'Antoine et de Véronique se sont décomposés. Leur principale ligne d'attaque venait d'être pulvérisée. Le silence est retombé, lourd de dépit et de fureur impuissante. De plus, a poursuivi le notaire, M. Dubois a laissé une lettre, à mon attention, avec pour instruction de la lire à voix haute en votre présence après l'annonce de ses dernières volontés. Il a sorti une enveloppe scellée de son tiroir. Le cœur serré, j'ai reconnu l'écriture nerveuse et élégante de Jean-Luc. Le notaire a brisé le seau de cire et a commencé la lecture. Si vous entendez ces mots, c'est que je suis parti. Et vous êtes probablement tous en train de vous demander si je suis devenu fou. Surtout toi, Élise. Sa voix, à travers celle du notaire, m'a transpercée. Je t'entends penser d'ici que c'est un fardeau, un cadeau empoisonné. Tu as peut-être raison. Mais écoute-moi. Ces dernières années, la maladie m'a offert une chose que l'argent ne pourra jamais acheter, le temps. Le temps de réfléchir. J'ai passé ma vie à construire un empire, à accumuler, à prouver au monde entier que j'étais le meilleur. Et j'ai réalisé, trop tard, que dans cette course folle, j'avais perdu la seule chose qui comptait vraiment, une âme. Je te donne cet empire, Élise, non pas pour te punir, mais parce que tu es la seule personne que je connaisse qui ne le voudra pas pour le pouvoir ou pour le luxe. Tu es la seule qui saura peut-être lui redonner cette âme que j'ai détruite. Tu as toujours eu ce que je n'ai jamais vraiment possédé, la dignité, l'intégrité, un cœur pur. Pardonne-moi de l'avoir compris si tard. Le notaire s'est tourné vers Antoine, dont le visage était livide. Et pour toi, mon fils. Je sais que tu me hais en cet instant. Tu dois te sentir trahi. Mais ce n'est pas une punition, Antoine, c'est une libération. Je t'ai élevé dans une prison dorée, j'ai fait de toi mon clone, mon héritier. Je t'ai privé de la chance de devenir toi-même. Le million d'euros et les voitures ne sont pas des miettes. C'est une chance. La chance de prouver qui tu es sans le poids d'un nom ou d'une fortune. La chance de bâtir ta propre vie, de connaître la fierté du travail accompli par toi-même. Apprends l'humilité que ta mère a toujours essayé de nous enseigner. C'est la leçon la plus précieuse que je puisse te laisser. Quand le notaire a fini, un silence profond s'est installé. Des larmes silencieuses coulaient sur mes joues. Ce n'étaient pas des larmes de joie pour l'argent, mais des larmes pour cette reconnaissance tardive, pour cet homme que j'avais aimé et que j'avais vu se perdre. Antoine, lui, ne bougeait plus. Il était effondré sur sa chaise, le regard vide. Il n'avait pas seulement perdu un héritage. Il venait de perdre la seule certitude de sa vie, l'approbation de son père. Les jours qui ont suivi la lecture du testament furent un brouillard confus et angoissant. J'étais retourné à Dijon, me barricadant dans mon appartement comme dans une forteresse assiégée. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des journalistes, des conseillers en patrimoine, des associations caritatives, des cousins éloignés dont j'avais oublié l'existence. J'étais devenue, du jour au lendemain, l'une des femmes les plus riches de France, et je me sentais plus pauvre et plus seule que jamais. Le poids de cette fortune et de ses responsabilités était écrasant. 50 millions d'euros. Un château. Des centaines d'employés. Que devais-je faire de tout cela? Je n'y connaissais rien. C'était un monstre, et il allait me dévorer. C'est Françoise qui m'a sorti de ma torpeur. Elle est arrivée un après-midi, a débranché le téléphone et s'est assise en face de moi. Ça suffit, Élise, m'a-t-elle dit d'un ton sans réplique. Tu ne vas pas te laisser abattre. Tu as passé 40 ans à gérer des classes de 30 gamins turbulents, à désamorcer des conflits, à trouver des solutions avec 3 bouts de ficelle. Ce n'est pas ce gamin pourri gâté et sa belle-mère qui vont te faire peur. Tu ne peux pas subir. Tu dois agir. Ces mots ont agi comme un électrochoc. Elle avait raison. Jean-Luc ne m'avait pas laissé cet héritage pour que je m'effondre sous son poids. C'était un test, le dernier. Par où commencer, ai-je demandé, la voix encore fragile. Par te trouver un bon avocat. Pas un petit avocat de province. Un requin. Une femme, de préférence. Quelqu'un qui comprendra ce que tu traverses et qui saura se battre. Sur ces conseils, j'ai pris contact avec maître Isabelle Vasseur,
une avocate parisienne réputée pour être aussi brillante qu'impitoyable dans les affaires de succession complexes. Notre premier entretien téléphonique a duré plus d'1 heure. Je lui ai tout raconté, sans phare. Sa réponse a été immédiate et rassurante. Madame Dubois, votre position est inattaquable sur le plan légal. Mais ils ne vont pas se battre sur le terrain du droit. Ils vont tenter de vous détruire psychologiquement. Notre stratégie sera simple, le silence et l'action. Ne répondez à aucune provocation. Laissez-les s'agiter. Nous allons travailler. Elle avait vu juste. La guerre psychologique a commencé la semaine suivante. Un grand magazine People, certainement abreuvé d'informations par Véronique, a publié un article à charge. L'héritage de la discorde, comment une ex-épouse oubliée a mis la main sur une fortune de 50 millions. L'article me dépeignait comme une femme aigrie et calculatrice, qui aurait profité de la faiblesse d'un homme malade pour s'enrichir. Il était illustré de photos de moi peu flatteuses, prises à la sauvette devant mon immeuble, contrastant avec des clichés glamour de Véronique et Antoine, posant comme la famille parfaite et lésée. Les rumeurs ont commencé à circuler à Bordeaux et même à Dijon. On disait que j'avais harcelé Jean-Luc, que je l'avais menacé de révéler de vieux secrets. On insinuait que j'avais des problèmes psychologiques. C'était une campagne de diffamation méthodique, conçue pour me faire passer pour une folle ou une profiteuse, pour saper ma crédibilité avant même que la bataille juridique ne commence. Chaque article, chaque rumeur était comme un coup de poignard. Mais grâce à Maître Vasseur et à Françoise, je tenais bon. Je ne répondais pas. Je ne me justifiais pas. Je restais silencieuse, cloîtrée, tandis que dans l'ombre, mon avocate commençait à tisser sa toile. La première étape était de comprendre le terrain sur lequel j'allais devoir me battre, l'entreprise elle-même. Et pour cela, il me fallait un allié de l'intérieur. L'appel est venu une semaine plus tard, sur un numéro de téléphone prépayé que Maître Vasseur m'avait conseillé d'acheter. La voix à l'autre bout du fil était basse, prudente. « Madame Dubois ? C'est Bernard Lambert. » Bernard. L'associé de Jean-Luc. L'homme qui m'avait défendu aux funérailles. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. « Monsieur Lambert. Je suis surprise de votre appel. Je sais que vous êtes sous pression, a-t-il dit. Et je sais que vous ne savez pas à qui faire confiance. Jean-Luc était mon ami, mais il était aussi devenu un homme que je ne reconnaissais plus. Il s'est perdu. Et il a failli perdre l'entreprise avec lui. Il a marqué une pause. Il m'avait parlé de ses intentions, quelques semaines avant sa mort. Il m'a dit qu'il allait confier le domaine à la seule personne capable de lui redonner une âme. Il parlait de vous. Des larmes me sont montées aux yeux. Je ne sais pas si j'en suis capable, monsieur Lambert. Appelez-moi Bernard. Et oui, vous en êtes capable. Parce que vous n'êtes pas motivé par l'argent. C'est pour ça que je vous appelle. Antoine et Véronique sont en train de piller ce qu'ils peuvent en coulisses, de préparer leur offensive. Vous avez besoin d'informations. Vous avez besoin de savoir où vous mettez les pieds. Pouvons-nous nous rencontrer ? Discrètement. Le rendez-vous a eu lieu 2 jours plus tard, dans un petit hôtel anonyme à mi-chemin entre Dijon et Bordeaux. Bernard est arrivé avec une mallette remplie de documents. Pendant plus de 3 heures, il m'a exposé la situation réelle du château La Clarté. L'entreprise était solide financièrement, mais moralement, elle était à la dérive. Jean-Luc, dans ces dernières années, avait laissé les rênes à des gestionnaires qui privilégiaient le profit à court terme au détriment de la qualité et de la tradition. Le personnel était démotivé, les vignobles les plus anciens commençaient à être négligés. Plus grave encore, Bernard m'a révélé les manœuvres de Véronique et de son cousin Claude. Il m'a montré des notes de frais exorbitantes, des factures pour des travaux fictifs dans la villa d'Arcachon, des virements suspects vers des sociétés écrans. Véronique, sentant le vent tourner avec la maladie de Jean-Luc, avait commencé à siphonner des fonds, à préparer sa sortie. Ce n'étaient pas des sommes colossales, mais c'était suffisant pour prouver leur malhonnêteté. Jean-Luc le savait, a expliqué Bernard. Il fermait les yeux. Il était fatigué de se battre. Mais il a gardé les preuves. Il m'a donné ce dossier une semaine avant de mourir. Il m'a dit, si Élise accepte l'héritage, donne-lui ça. Elle saura quoi en faire.
En écoutant Bernard, une nouvelle force m'envahissait. Ce n'était plus seulement une question de défendre mon droit. C'était une question de défendre l'héritage de l'homme que j'avais aimé, de protéger le travail de centaines de personnes, de sauver l'âme d'un domaine prestigieux. Mon cerveau d'enseignante, habitué à analyser des situations complexes et à élaborer des stratégies pour atteindre des objectifs, s'est mis en marche. Je n'étais peut-être pas une femme d'affaires, mais je savais écouter, je savais observer, et je savais reconnaître les leviers d'action. Que devons-nous faire, ai-je demandé à Bernard, non plus comme une victime, mais comme une partenaire. Il a souri pour la première fois. Pour l'instant, rien. Laissez-les faire des erreurs. Votre avocate a raison. Le silence est votre meilleure arme. Mais préparez-vous. Le jour où vous agirez, il faudra frapper juste et fort. Je suis reparti de cette rencontre transformée. Je n'étais plus seul. J'avais un allié, des informations, et pour la première fois, une stratégie. La peur avait laissé place à une froide détermination. La partie d'échecs pouvait commencer. Les semaines suivantes, j'ai suivi à la lettre la stratégie définie avec Maître Vasseur et Bernard. Je suis restée à Dijon, invisible, silencieuse, laissant Antoine et Véronique s'enferrer dans leur campagne médiatique agressive. Chaque nouvel article, chaque nouvelle interview où ils me dépeignaient comme une usurpatrice avide, était une erreur de plus de leur part. Ils me sous-estimaient, me croyant faible et isolée. C'était précisément ce que nous voulions. Pendant qu'ils s'agitaient en public, je travaillais dans l'ombre. Chaque jour, je passais des heures au téléphone avec Maître Vasseur, qui analysait les documents fournis par Bernard et préparait notre arsenal juridique. Elle a engagé des experts comptables pour tracer les flux financiers suspects et un détective privé pour enquêter sur le train de vie de Véronique et de son cousin Claude. De mon côté, avec l'aide de Bernard, j'apprenais. Il m'envoyait des rapports quotidiens sur l'état de l'entreprise, les bilans, les organigrammes, les défis à relever. Je lisais, j'annotais, je posais des questions. Je découvrais un monde que j'avais toujours regardé de loin, mais dont je comprenais peu à peu les rouages. Mon passé d'enseignante m'aidait, j'avais l'habitude d'assimiler de grandes quantités d'informations et de les synthétiser. Un jour, sur une impulsion, j'ai pris ma voiture et j'ai fait l'aller-retour jusqu'à Bordeaux. Je ne suis pas allée au château. Je me suis garée dans un village voisin, coiffée d'un foulard et portant des lunettes de soleil, je suis allée me promener dans les vignes, sur un chemin public qui longeait une parcelle du domaine. J'ai croisé un groupe de vignerons qui déjeunaient à l'ombre d'un chêne. Ils étaient âgés, les mains noueuses et le visage buriné par le soleil. J'ai engagé la conversation, me faisant passer pour une touriste curieuse. Je leur ai parlé du vin, de la terre. Sans savoir qui j'étais, ils se sont livrés. Ils m'ont parlé avec nostalgie du « vieux monsieur Dubois », Jean-Luc, à ses débuts. Ils m'ont parlé de leur fierté, mais aussi de leur inquiétude face aux nouvelles méthodes de gestion, qui privilégiaient la quantité à la qualité. L'un d'eux, le plus âgé, s'appelait Joseph. Il travaillait sur ces terres depuis plus de 40 ans. Le patron, à la fin, il n'avait plus le feu sacré, m'a-t-il confié. C'est le cœur qui fait le vin, madame. Pas seulement les machines et les chiffres. Et le cœur, il n'y était plus. Cette conversation a été une révélation. Je ne me battais pas pour des actifs financiers ou des parts de marché. Je me battais pour des gens comme Joseph, pour une histoire, pour un savoir-faire. Je me battais pour le cœur du domaine. De retour à Dijon, j'ai appelé Bernard. Je veux les noms de tous les employés qui travaillent ici depuis plus de 20 ans. Je veux connaître leurs histoires, leurs postes, leurs salaires. Bernard a été surpris, mais il a compris. Pendant que mes adversaires me voyaient comme une simple héritière avide, je commençais à me comporter comme ce que j'étais devenue, la gardienne d'un héritage humain. Maître Vasseur a été impressionné. C'est brillant, Madame Dubois. Ils s'attendent à une bataille de chiffres. Vous préparez une bataille de valeurs. C'est un terrain sur lequel ils ne peuvent pas gagner. Le plan se mettait en place, pièce par pièce. Il n'était pas seulement juridique ou financier. Il était humain. Et c'est ce qui allait faire toute sa force. Le temps de la discrétion touchait à sa fin. Il était bientôt l'heure de sortir du bois. Après 6 semaines de silence radio, Maître Vasseur a jugé que le moment était venu. Nos préparatifs étaient terminés.
Nous avions accumulé suffisamment de preuves, de témoignages et d'informations pour non seulement nous défendre, mais aussi pour prendre l'initiative. Ils commencent à s'impatienter, m'a-t-elle expliqué au téléphone. Leur campagne de presse s'essouffle et n'a pas eu l'effet escompté sur le plan juridique. Ils doivent penser que vous êtes acculé, prêt à craquer. C'est le moment parfait pour les surprendre. La stratégie était audacieuse. Au lieu d'attendre leur assignation en justice, nous allions les convoquer nous-mêmes. Le lendemain, un courrier recommandé, rédigé sur le papier à en-tête du prestigieux cabinet parisien de Maître Vasseur, était envoyé à Antoine, à Véronique et à son cousin Claude. La lettre était courte et formelle. Madame Élise Dubois, en sa qualité de légataire universelle de la succession de Monsieur Jean-Luc Dubois, vous prie de bien vouloir vous présenter à une réunion qui se tiendra à 10 heures précises, dans la salle du Conseil du Château La Clarté. L'ordre du jour portera sur l'avenir du domaine et la résolution des différends relatifs à la succession. La présence de vos conseils, bien entendu, la bienvenue. La convocation a eu l'effet d'un pavé dans la mare. Bernard m'a appelé le soir même. Ils sont en ébullition, m'a-t-il dit, un amusement certain dans la voix. Ils ne s'y attendaient absolument pas. Leur avocat leur a dit que c'était un signe de faiblesse. Ils sont persuadés que vous allez leur proposer un accord financier pour qu'ils retirent leur plainte. Ils pensent que vous avez peur du procès et du scandale. Parfait, ai-je répondu, surprise par mon propre calme. C'est exactement ce que nous espérions. Le jour J, je suis arrivée au château non plus comme une intruse, mais comme la maîtresse des lieux. J'avais demandé à Bernard de faire préparer la grande salle du conseil, une pièce imposante avec une immense table en chêne et des murs ornés des portraits des ancêtres de Jean-Luc. C'était un lieu de pouvoir, et je comptais bien l'utiliser. Je n'étais pas seule. Maître Vasseur était à mes côtés, son calme olympien et son regard d'acier étant un réconfort immense. Bernard était également présent, non pas en tant qu'allié visible, mais en tant que directeur général par intérim, une position que je lui avais officiellement confiée la veille. Nous les avons attendus. Ils sont arrivés ensemble, avec leur avocat, un homme au sourire carnassier. Ils marchaient avec l'assurance de ceux qui viennent réclamer leur dû. Antoine m'a à peine jeté un regard, plein de mépris. Véronique arborait un petit sourire victorieux. Ils étaient tombés dans le piège la tête la première. Ils se sont installés de l'autre côté de la grande table, créant une distance physique qui symbolisait parfaitement le gouffre qui nous séparait. Leur avocat a pris la parole le premier. Maître, madame, a-t-il commencé en s'adressant à nous. Mes clients sont ici dans un esprit d'apaisement. Nous sommes prêts à écouter la proposition de votre cliente pour mettre fin à ce litige regrettable de la manière la plus équitable possible. Le mot « équitable » était chargé de menaces. Il voulait dire « Donnez-nous une grosse part du gâteau et nous vous laisserons tranquilles ». Maître Vasseur a eu un léger sourire. Elle s'est tournée vers moi et m'a fait un signe de tête imperceptible. C'était à moi de jouer. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai regardé mes 3 adversaires droit dans les yeux, et pour la première fois, je n'ai ressenti ni peur, ni tristesse. Juste une force tranquille. La force de celle qui sait qu'elle est dans son bon droit et qui est prête à se battre pour ses convictions. La partie finale pouvait commencer. Je me suis levée lentement, mes mains posées à plat sur la table en chêne massif. Le silence s'est fait dans la grande salle du conseil. Tous les regards étaient tournés vers moi. Ils s'attendaient à des supplications, à une offre chiffrée, à la capitulation d'une femme dépassée par les événements. Je leur ai offert autre chose. Bonjour à tous, ai-je commencé, ma voix étonnamment stable et claire. Je vous remercie d'être venus. Je ne vais pas tourner autour du pot. Nous sommes ici pour parler d'avenir. Le vôtre, et celui de ce domaine. Je me suis d'abord tournée vers Véronique et son cousin Claude. Leur avocat a esquissé un mouvement pour prendre la parole, mais Maître Vasseur l'a arrêté d'un simple regard. Véronique, Claude, ai-je poursuivi. Je sais que vous estimez avoir été lésés. Cependant, avant de discuter de toute forme de compensation, j'aimerais porter à votre attention certains documents. Sur un signe de ma part, Maître Vasseur a fait glisser 3 dossiers sur la table. Le premier dossier, ai-je expliqué, détaille un certain nombre de dépenses et de virements effectués depuis les comptes de l'entreprise au cours des 2 dernières années.
Des factures pour des travaux jamais réalisés, des notes de frais pour des voyages qui n'ont jamais eu lieu, des paiements à des sociétés qui semblent n'avoir aucune activité réelle. Le montant total est considérable. Les visages de Véronique et de Claude ont blêmi. Le second dossier contient le témoignage assermenté de plusieurs membres du personnel qui ont été témoins de vos tentatives répétées pour isoler Jean-Luc et influencer ses décisions alors qu'il était affaibli. Le troisième est une analyse comptable qui prouve, sans l'ombre d'un doute, une tentative de détournement de fonds. J'ai marqué une pause, les laissant absorber le choc. J'ai donc une proposition pour vous. Vous acceptez ce que le testament vous a laissé, vous signez un accord de confidentialité et vous disparaissez de la vie de cette entreprise et de la mienne. En échange, ces dossiers resteront sur cette table. Dans le cas contraire, ils seront transmis au procureur de la République dès demain matin. Le choix vous appartient. Leur avocat, livide, a attrapé les dossiers et a commencé à les feuilleter frénétiquement. Après quelques minutes, il s'est penché vers ses clients et leur a murmuré quelque chose à l'oreille. La partie était terminée pour eux. Ils étaient piégés. Puis, je me suis tourné vers mon fils. Antoine me regardait avec un mélange de stupeur et de haine. « Antoine » ai-je dit, ma voix s'adoucissant légèrement. « Pour toi, c'est différent. Tu es mon fils. Et tu es le fils de ton père. » J'ai fait un pas vers lui. « Ton père ne t'a pas puni. Il t'a offert une leçon. Il voulait que tu bâtisses quelque chose par toi-même, que tu connaisses la valeur du travail. Il voulait te libérer de cette prison dorée. Et tu vas m'aider, j'imagine, a-t-il craché avec sarcasme. En me jetant quelques miettes ? Non. Je ne vais pas te donner d'argent. L'argent a failli te détruire, comme il a failli détruire ton père. Je vais t'offrir quelque chose de bien plus précieux, une chance. J'ai repris ma place. J'ai pris ma décision concernant l'avenir du domaine. La majorité des bénéfices annuels du château La Clarté sera désormais versée à une nouvelle fondation que je vais créer, la Fondation La Clarté. Sa mission sera d'offrir des bourses d'études et de financer des programmes éducatifs pour les enfants issus de milieux ruraux et défavorisés. C'est ce que j'aurais fait avec Jean-Luc si nous étions restés ensemble. C'est ainsi que j'honorerai sa mémoire. J'ai laissé cette annonce infuser. Puis j'ai conclu, en le regardant droit dans les yeux. Quant à toi, Antoine, voici mon offre. Je ne te nomme pas PDG. Ce poste revient à Bernard, qui a prouvé sa loyauté et sa compétence. Je te propose un contrat. Un contrat d'1 an, renouvelable. Tu travailleras sur la plus ancienne parcelle du domaine, celle que ton grand-père a plantée. Tu seras sous les ordres de Joseph, le chef de culture que tu as si souvent méprisé. Tu apprendras la taille, le travail de la terre, le respect du cycle des saisons. Tu auras un salaire de vigneron, pas un sou de plus. Tu vivras dans la petite maison de gardien, pas au château. C'est une humiliation, a-t-il explosé. Non, ai-je répondu calmement. C'est une opportunité. L'opportunité d'apprendre. D'apprendre la terre, d'apprendre l'humilité. D'apprendre à mériter le nom que tu portes. Si, au bout d'1 an, tu as prouvé ta valeur, alors nous reparlerons de ton avenir au sein de cette entreprise. C'est le seul chemin que je t'offre. À toi de décider si tu veux le prendre. Je me suis rassise. Le silence était total. Véronique et Claude étaient anéantis. Leur avocat hochait la tête, leur conseillant d'accepter. Et Antoine ? Antoine était debout, le visage décomposé, luttant contre une tempête d'émotions contradictoires. La rage, la fierté, et peut-être, pour la première fois, une lueur de doute. J'avais repris le contrôle. Non par la force, non par l'argent, mais par la stratégie, la justice et la sagesse. J'avais neutralisé mes ennemis, honoré la volonté de mon ex-mari, et ouvert une porte étroite mais digne à mon fils. Mon regard s'est perdu à travers la grande fenêtre, vers les vignes qui ondulaient sous le soleil de Bordeaux. Je n'étais plus une victime. Je n'étais pas une héritière. J'étais la gardienne d'un héritage. Et j'étais prête.